Merci d'être disponible pour cette interview, hein. La première question que je voudrais te poser, comment tu vois les motivations principaux, hein, les drivers, les objectifs à réaliser dans l'organisation de ton point de vue pour introduire l'intelligence artificielle? Je pense qu'on est confronté, comme beaucoup d'organisations, je pense, on est confronté à un passif documentaire qui est éparpillé sur des serveurs de fichiers, etc., sur des ordinateurs personnels, etc. Donc, toute une quantité de fichiers, de documents qui sont, voilà, qui ont été classés de manière très disparate, qui ont sans prendre en compte certaines bonnes pratiques de nommage, de caractérisation des documents. Et voilà, ces documents étaient jusqu'à présent des documents qui étaient plutôt des documents de travail. Jusqu'au Covid, on n'avait pas vraiment de documents officiels électroniques. C'était tout ce qui était officiel était papier. Et l'électronique a vraiment pris avec le système de signature qu'on a mis en place, a pris de l'ampleur. Et là, on dit maintenant, on a besoin vraiment de pouvoir retrouver, reclasser toute une série toute une quantité, une masse extraordinaire de documents qui n'ont pas été correctement identifiés, correctement décrits. Et donc, je pense que le besoin principal pour nous, pour faire appel à l'intelligence artificielle, c'était ça. Un deuxième, je dirais, un deuxième driver qui était peut-être aussi important pour nous, c'était que on en parle de l'intelligence artificielle, c'est nouveau, c'est pas si nouveau que ça, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, on commence à être entouré, et donc on voulait aussi s'intéresser à cet aspect-là, à cet outil-là, pour voir un peu comment l'intelligence artificielle allait pouvoir nous aider dans retrouver nos jeunes dans les documents, mais aussi peut-être dans d'autres aspects qu'on pourra peut-être aborder plus tard. Mais voilà, je pense qu'il y avait un intérêt dans l'outil lui-même, donc découvrir le potentiel de l'outil, et puis un besoin vraiment concret en disant comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ces difficultés-là. Ok. Une petite sous-question. Est-ce que tu as une certaine idée de la volumétrie des documents au papier encore vis-à-vis du digital? En pourcentage Gros, hein? Est-ce que c'est la moitié? Il faut demander à l'archiviste. Oui, en termes de papier, on a l'équivalent de un bon 10 km de papier. Oui, alors... C'est plus ou moins comme un PNV client de nous. Ouais. Wow. Oui, en papier. Hein, en papier. Alors en électronique, on pourrait demander, on pourrait avoir la volumétrie en additionnant tout ce qui est sur notre CM, tout ce qui est sur les file systems. Le CM, c'est 14 millions. Le CM, c'est 14 millions de documents. 14 millions de documents, et combien de terras? C'est pas... On n'est pas encore à 1 Tera, c'est des documents bureautiques. Ah, non, il y a plus qu'un Tera. Ah oui, plus. Mais finalement, la volumétrie des documents bureautiques n'est pas énorme. À la maison, on peut avoir un disque dur avec 3 Tera, plein de films. Et ici, avec les documents bureautiques, on est à peut-être 3-4 Tera pour le ministère, avec des millions de documents, quoi. Donc, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait faire une fois le calcul. C'est difficile de comparer le papier et l'électronique aussi. Pour l'aide à la jeunesse, on a 2,5 km de documents qui seraient nécessaires, par exemple, à traiter. C'est des gros morceaux. Il y a tous les dossiers des enseignants aussi, hein, donc 125 000 enseignants, plus tous les pensionnés, etc. Et toute cette information reste pertinente. On ne peut pas se débarrasser du papier parce que ce sont des dossiers officiels qui sont en cours. Ça reste valide. On doit les garder pendant des dizaines d'années. Hein. Enfin, après... Les dossiers d'enfants, c'est 30 ans après la majorité. Et en réalité, c'est même toute la vie de la personne. Oui. C'est très intéressant. Bien, tu as parlé de la grande masse et à traiter cette grande masse. Est-ce que tu as ou peut-être deux exemples, un exemple de cas concret où tu vois ça, on pourrait faire. On a bien sûr fait les deux cas, le classement des documents, ressources humaines, la grande masse. Comment l'intelligence artificielle, est-ce que tu
tu rêves d'un classement automatique. Comment tu vois là, quel potentiel est-ce qu'on devrait enclencher pour résoudre les problèmes? Voilà, je pense qu'on a un besoin qui est exprimé au niveau de l'enseignement de pouvoir numériser les dossiers des enseignants. Donc, là, on parle vraiment d'une masse colossale de documents qui sont dans des formats, ça fait des différents grammages de papier, etc. Donc c'est assez compliqué en termes de technique de scan, etc. Mais indépendamment de ça, tous ces documents ont aussi des canevas, des modèles, et donc je pense qu'on pourrait aller capter des informations sur ces documents et identifier le type de document et aller classer, enfin, des dates, certaines propriétés des documents et qui pourraient alors non seulement permettre, après la numérisation, de classer beaucoup plus facilement ces documents. Donc, je pense que là, avec un des deux cas d'études qu'on a vu, bien sûr, c'est celui qu'il faudrait pousser un peu plus loin, mais je pense que ce genre de quantité de documents pourrait, enfin en tout cas l'intelligence artificielle pourrait apporter une réponse par rapport à ça. On est vraiment sur des quantités colossales. Je pense à un cas peut-être encore plus courant, c'est tout ce qui est traitement des factures, des choses comme ça, où là on pourrait aussi faire de la reconnaissance et du traitement du routage, des choses comme ça qui permettraient de... et peut-être, voilà, s'il y a peut-être un changement dans un modèle, que l'intelligence artificielle puisse amener de la souplesse par rapport à tout ça, quoi. Ouais. J'entends quand même un peu automatiser certains processus, oui. Hein, avoir moins de routine et plus de créativité pour tout le monde, les employés de la CFEBB. Oui, c'est effectivement, pour tous les outils qu'on peut utiliser ici, on va essayer de pouvoir les exploiter pour faciliter la vie de nos utilisateurs. Et donc, on peut parler de la recherche tout à l'heure. Voilà, si on utilise bien un moteur de recherche, si on prépare bien le terrain, ça va faciliter la vie des utilisateurs. Je pense que c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Si on a bien éduqué son intelligence, si on l'a bien préparée, elle va pouvoir rendre de grands services. En tout cas, ton perspective est un petit peu plus IT, technologie. Est-ce que c'est correct? Non, il est plus métier. Moi, je vais plus me focaliser sur le métier. Donc, oui. Ok. Du point de vue de métier, est-ce que tu étais déjà intéressé par l'intelligence artificielle? Tu suivis déjà ce qui se passait? Parce qu'à un certain moment, l'idée est venue probablement de vous deux, hein, comme acteur principal, à lancer une initiative. Est-ce qu'il y avait déjà un intérêt ou une suivi, ou plutôt la curiosité d'abord? Je pense qu'on va plutôt parler de curiosité. Bon, alors, évidemment, comme tout le monde, on a entendu parler de l'intelligence artificielle. Jusqu'assez récemment, ça restait quelque chose de plutôt technologique, on va dire, hein, avec un intérêt technologique, ou bien un peu avec cet aspect un peu science-fiction aussi, où ça fait un peu peur. Mais voilà, ces dernières années, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de part dans notre vie, avec les objets connectés, avec toute la quantité d'informations qui peut être collectée par rapport à ça. Là aussi, il faudra mettre des cadres à certains moments. On s'est dit, voilà, là c'est quelque chose maintenant qui devient concret dans la vie de tous les jours, et pourquoi pas aussi dans nos bureaux, sur nos PC, s'intéresser à ce nouvel outil qui est devenu quelque chose de plus courant, plus abordable, et pas juste quelque chose de très technique. Tout à fait. Et voilà, après ici, on a vu dans les cas d'utilisation qu'il fallait quand même encore derrière quelqu'un, un ingénieur qui manipule les outils, qui prépare les algorithmes, etc. Mais bon, je sais que les choses évoluent vite, et avec ChatGPT, justement, on se rend compte que là, il y a une interface et on peut dialoguer directement avec l'intelligence.
Voilà, tout ce travail de préparation a été fait Cette en amont. curiosité a été Mais c'était- confirmée, je pense. Voilà, c'est ça, c'est de la curiosité. Avant Et de la je technologie. pense que ça confirme cette curiosité et l'expérience qu'on a partagée avec vous nous a conforté dans cette idée que voilà, il y a un potentiel énorme. On en est qu'au tout début, nous, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans les prochaines années et essayer de profiter des opportunités, de prendre un peu les outils qui vont peut-être arriver sur le marché, etc. Et de se dire, voilà, si on peut se lancer là-dedans, on va le faire, quoi. Intéressant. On a travaillé ensemble avant qu'on a conclu le contrat, hein, la convention. Tu avais déjà entendu de Xenith? Pas encore. Non, pas personnellement. Non, mais donc, voilà, il y a eu ce marché, on en a parlé, il y a eu ce marché, il y a eu cette opportunité de faire un marché public avec l'ECNI. Mhm. Et voilà, pour moi, c'était une découverte et voilà, c'était vraiment très agréable de travailler avec Xenith. Très bien, merci. J'avais posé la question à Freddy aussi. Le déroulement du projet, par exemple, le délai, hein. Peut-être vous avez un sentiment comparable dans le déroulement. Comment tu as vu les choses? Oui, moi je me souviens de ces échanges de mails pour essayer de trouver des moments avec François, pour trouver des moments pour se voir, pour faire le point, pour échanger aussi, s'envoyer les fichiers, les informations et tout. Bon, moi j'ai vécu ça, justement, voilà, c'était pas trop dense et trop concentré à un moment précis, donc ça nous a permis de gérer ça avec le travail de tous les jours. Et je pense que ça s'est bien articulé entre la charge que ça a représenté pour nous et les délais qu'il a fallu aussi à Xenith parfois pour réaliser le travail. Et donc, j'ai un sentiment positif par rapport à ça aussi. Peut-être que voilà, on n'était pas non plus dans un projet avec une deadline, avec des contraintes très lourdes. Donc, Ouais. on l'a fait dans des bonnes conditions. C'est pas toujours le cas dans certains projets où on a des délais à respecter, des choses comme ça. Mais voilà, c'était l'occasion de faire ça. Tout à fait. Mais vous avez, je pense, aussi créé le cadre des attentes qui était correct parce que c'était un caractère exploratif. Et Tout à donc, il faut permettre un peu de flexibilité dans le processus. Oui, et alors, je pense qu'on a... Enfin, ça s'est passé dans le bon ordre parce qu'on a... je me souviens que ça a commencé par une petite formation sur l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne sur les données, comment ça fonctionne sur les documents, parce que c'est pas la même chose. Et donc, on était dans un processus aussi d'apprentissage, un peu d'apprentissage, même si c'était pas une vraie formation. Non. Mais je pense qu'on partait de rien. Donc, c'était intéressant d'avoir eu cette information au départ aussi. On se rend compte des difficultés, progressivement du potentiel aussi. C'était une expérience très intéressante. Ok, très bien. Les deux cas particuliers et ta perception sur les résultats, le potentiel, comment tu vois les choses? Le premier cas, on a été assez loin, je pense, dans le classement des documents. C'était quelque chose que tu avais attendu? C'est quelque chose que tu penses il faut encore raffiner et on va y arriver en production? On s'est déjà prête à être employé? Il faut retraîner peut-être? Comment tu vois? Le cas des notifications du gouvernement, qui est celui qui a été poussé le plus loin, a été, comme disait Freddy, plus loin que nos attentes, puisqu'on n'a pas encore mis en production, mais on a tous les packages qui sont prêts pour mettre ça en production. C'est un problème de disponibilité, et voilà, on a eu malheureusement d'autres priorités, mais tout est prêt pour le faire. Donc je veux dire, on a vraiment là quelque chose qui est relativement abouti. Alors on peut toujours améliorer évidemment, mais ce qui a été fait va permettre aux utilisateurs de faire des recherches sur les 10 années sur un sujet particulier par rapport à un ministre, etc. Ça c'est quand même très abouti et très concret et utilisable. Ça donne un résultat utilisable par l'utilisateur final. Et ça c'était vraiment intéressant. Et donc, une bonne surprise, tout à fait.
Le deuxième cas, c'est quelque chose où là on a plus appris que c'est un processus qui demande une préparation et une réflexion par rapport à ce qu'on veut comme résultat. Le choix du cas d'utilisation était aussi pas le plus facile parce qu'on était avec ce qu'on appelle du vrac, avec des classements qui n'étaient pas, qui n'étaient pas pertinents, des fichiers qui n'étaient pas bien décrits, avec beaucoup de mots aussi, donc des mots qui reviennent très souvent, donc des mots bateaux, comme on dit, qui reviennent souvent, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour classer les documents. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion par rapport à ça, peut-être procéder en plusieurs passes pour d'abord identifier les mots qui sont, les termes qui sont là, mais qui finalement ne représentent pas grand-chose par rapport au document lui-même, et puis faire un système qui va les déduire, enfin les soustraire d'une recherche ultérieure. Et donc tout ça, voilà, on a appris, on ne savait pas. Avec le temps qui nous était donné, on n'a pas pu aller plus loin, mais on sait que voilà, il faudra être attentif à ce genre de choses. Donc, même si on n'a pas abouti à quelque chose d'utilisable pour le métier, pour l'utilisateur, on sait qu'il y a un potentiel important et qu'on sait vers quoi on doit aller. C'est ce deuxième cas qui correspond peut-être le plus à notre besoin principal au départ. Même si on sait qu'on peut parler d'intelligence artificielle aussi pour identifier les données à caractère personnel dans les documents, par exemple. Là, c'est un outil qui peut, une utilisation qui pourrait vraiment nous aider pour la classification des documents, pour définir le niveau de confidentialité, parce que là aussi, on a une masse énorme de documents, et ces documents ne sont pas tous, pour l'instant, clairement classifiés. Depuis le RGPD aussi, on devrait dire, voilà, identifier quel type de données à caractère personnel et donc mettre le bon niveau, identifier le bon niveau de sécurité qu'on doit mettre sur ces documents. Ça, c'est un cas qui pourrait être intéressant de creuser dans la suite, quoi. Tout à fait, je pense que là on voit que c'est un cas très typique, le classement automatique en fonction de la protection des données privées, c'est clair, et presque infaisable sans automatisation. C'est infaisable sans les outils. Comment tu as vu l'impact sur l'environnement, l'équipe, le métier, disons, vous deux êtes bien enthousiastes et vous connaissez aussi le potentiel. Il y a le reste de l'organisation. Comment tu vois que l'impact est là, les sentiments, les attentes, le scepticisme? Je pense que Freddy a déjà dit beaucoup de choses par rapport à ça. D'abord, l'expérience qu'on a vécue ensemble est restée relativement confidentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande publicité au sein de l'organisme. Donc l'intérêt était plutôt pour notre équipe, pour une équipe à l'ethnique, etc., de prendre connaissance et d'expérimenter l'outil d'intelligence artificielle. C'est vrai que Freddy et moi, on est convaincus. Je pense que le reste de l'équipe, dans les deux, c'était pas les mêmes personnes dans les deux cas qu'on a envisagés, mais sont aussi très, très enthousiastes et sont intéressés. Et je pense que si on peut, comme disait Freddy, il y a du travail d'accompagnement au changement à faire, mais donc ça veut dire de la communication, il faut des démonstrations, et donc au fur et à mesure qu'on va déployer, qu'on va mettre les choses en place, montrer les réalisations, montrer ce qu'elles apportent, c'est comme ça qu'on peut convaincre les gens. Je veux dire, on va toujours avoir des gens qui sont convaincus et qui vont vouloir avancer, mais on sait par expérience ici au ministère qu'on a quand même une grande masse d'utilisateurs qui se trouvent au milieu. Là, il y a ceux qui sont complètement contre, il y a ceux qui sont complètement convaincus, et puis les autres, ça demande une énergie importante. Et voilà, les outils pour convaincre, on les utilise tous les jours. Et donc, je pense que c'est montrer des choses qui marchent, c'est donner envie d'utiliser, ça va me faciliter la vie, mais ça je veux. Donc voilà, c'est clair. Mais c'est bien qu'il y a déjà un certain enthousiasme et ça commence pas par tout le monde.
Non, une fois. Hein. on n'en est pas encore là, mais on sait que c'est contagieux, donc ça marche. Ok, très bien. Ben, parlons un peu du système de gestion documentaire. Vous avez Alfresco pour ça. Est-ce que ça correspond aujourd'hui à tes besoins? Ce n'est qu'un outil, bien sûr, mais c'est un outil avec certaines possibilités, parce que tu avais aussi parlé de toute la grande masse d'informations à gérer. Comment tu penses que l'outil t'aide à faire ça? Ouais. Je dirais que l'outil en lui-même, avec la version qu'on utilise et les modules qu'on utilise pour l'instant dans l'outil, on offre déjà une panoplie de possibilités, de fonctionnalités qui nous permettent de gérer correctement les documents et de manière sécurisée. Donc il y a l'outil, il y a les utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, il y a encore pas mal de travail d'apprentissage, de prise de conscience, tous ces aspects qui pour moi sont essentiels, pour l'équipe aussi, de la sécurité de l'information. Comment assurer qu'on va bien sécuriser tous les documents. Ouais. L'autre aspect, c'est comment bien décrire les documents aussi pour pouvoir les retrouver facilement, pour pouvoir tirer le maximum du moteur de recherche qui est disponible dans l'outil. Ces deux éléments-là me paraissent vraiment les plus importants dans le déploiement de la gestion documentaire. Je ne vais pas parler du déploiement de l'outil parce que l'outil seul ne servira à rien, mais il faut que l'outil soit bien utilisé par les utilisateurs. Ça, c'est notre plus grand défi. Et si l'intelligence artificielle peut participer à ça, parce que le travail de caractérisation des documents est une tâche colossale et très très énergivore, si ça peut nous aider, évidemment, ça ne fera qu'accélérer l'amélioration de l'utilisation de l'outil et donc ses performances. Bien sûr. Je vais poser déjà la question à Freddy aussi, en fonction du moteur de recherche, parce que c'est aussi une petite forme de magie, de retrouver des choses dans les grandes masses. Ton impression personnelle là-dessus, est-ce que tu trouves que c'est un moyen puissant et est-ce que tu trouves que déjà ça a l'impact que ça peut avoir dans l'organisation pour tes collègues, le département? Je pense que le moteur de recherche n'est pas encore assez utilisé parce que je pense que nos utilisateurs ont l'habitude de naviguer, de retenir où ils ont classé ou d'avoir un plan de classement qui leur permet de retrouver facilement l'endroit où ils ont classé leurs documents. Ça, c'est des habitudes qu'on a tous pris en utilisant notre PC ou les file systems. Les moteurs de recherche ne sont pas toujours extraordinaires. Et bon, il n'y a rien à faire. On arrive dans l'ECM et on transpose ce mode de fonctionnement. Donc, de nouveau, notre travail de changement, et on le montre aussi dans les formations. On explique que voilà, c'est bien. Si vous avez classé un document vous-même il n'y a pas longtemps, vous allez le retrouver assez facilement. Si vous avez classé un document vous-même il y a 2 ans, déjà, c'est pas aussi évident de le retrouver. Si le document a été classé par quelqu'un d'autre, et si c'est il y a longtemps, si vous n'avez pas un moteur de recherche, il y a peu de chances pour que vous arriviez à le retrouver. Et donc, et avec des démonstrations, on montre aussi que, comme Freddy le disait tout à l'heure, si on décrit bien le document, il faut mettre les bonnes métadonnées dans les bons champs, et on va avoir la pertinence de la recherche qui va être augmentée très fort. Sinon, on a énormément de résultats, mais c'est un peu comme dans Google. On a beaucoup de résultats, mais on n'a pas nécessairement des résultats pertinents. Et ça, on accompagne aussi nos utilisateurs par rapport à ça. Ceux qui travaillent avec des références de dossiers, etc. On leur explique comment, où indiquer les références de dossiers dans la description des documents pour que quand il faut une recherche directement, ils ont le dossier qui est tout en haut et ils le retrouvent facilement. Donc oui, il y a du potentiel qui est encore exploité de ce côté-là parce que les habitudes sont bien ancrées et elles doivent encore changer. Je comprends tout à fait. En dernière question, une question ouverte. Ta vision, l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus que ça entre notre journée de jour en jour, la vie en pratique.
comment tu vas pour l'organisation CFVB, disons, dans 3-5 ans? Quelles étapes, comment ça peut évoluer? C'est compliqué parce que ça va tellement vite et parfois il y a des choses qui apparaissent et on ne s'y attendait pas. Donc je dirais que voilà, moi ce qui me plairait c'est qu'on puisse vraiment concrètement mettre des outils en place qui puissent aider nos collègues à faire le travail, à retrouver leurs documents, à les classer, à rendre ce travail sur les documents électroniques plus efficace et plus efficient. Et voilà, maintenant, comment, quels outils, quelle interface, je dois dire que c'est encore assez flou pour moi. Tu as l'esprit ouvert alors. Mais effectivement, j'ai l'esprit ouvert et voilà, je sais qu'il y a, il y a des choses qui vont devenir disponibles, des modules, des choses, voilà, au niveau d'Alfresco, normalement il y a une veille qui est effectuée aussi, donc voilà, on va voir un peu comment les choses se présentent à nous, quels sont les outils qui vont être les plus intéressants, et puis après il y a tout un processus d'acquisition, de marché, ça peut être compliqué aussi, mais voilà, moi j'ai l'impression que ça va quand même nous changer la vie très très fort. Si on compare déjà nos outils de travail par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'accélération elle est énorme, donc, avec toutes les dérives possibles aussi, et donc toutes les dérives possibles pour l'intelligence artificielle aussi. Il faudra, voilà, peut-être qu'on va devoir légiférer, on va devoir cadrer tout ça. J'ai vu qu'il y a certains spécialistes qui demandent qu'on arrête toute la recherche sur l'intelligence artificielle. Pour 6 mois. J'ai eu Bersigny l'autre jour. Donc voilà, j'ai confiance dans l'être humain aussi par rapport à ça et par rapport à ce qu'il va pouvoir faire de ces outils-là. Donc voilà, je suis plutôt optimiste. Oui. Une petite question personnelle encore. Est-ce que tu as déjà essayé ChatGPT? J'ai voulu, mais c'était complet. Je suis sur la liste d'attente. mais mon fils, qui est développeur, l'utilise régulièrement quand il a des problèmes de code. Il m'a dit que c'est fantastique. ChatGPT lui suggère du code en disant voilà, utilise-le et ça fonctionne. C'est impressionnant. Tout à fait. Dans la vie de l'informatique, ça va aussi changer les choses. Non, j'aimerais bien essayer une fois, mais parce qu'on a une note au gouvernement à écrire justement sur la GED, donc on pourrait demander à ChatGPT de nous. On a testé. On a testé avec. Tu as testé? J'ai testé. Et c'est impressionnant. Je vais réessayer de me connecter. Ouais. Vous avez essayé déjà en français aussi? En français. Oui. Ben voilà. On a testé, on a notre collègue à l'ethnique qui devait justifier l'importance de l'archivage électronique. Parce qu'on lui posait la question, est-ce que c'est vraiment utile? Il devait justifier. Et presque par amusement, il s'est dit, je vais voir ce que dit ChatGPT. Excellent comme texte. Il disait tout ce qu'il fallait dire par rapport à l'état de la connaissance en Belgique et de la législation belge. Il n'a pas parlé de manière générale, mais pour la Belgique. Ouais. Et moi, ChatGPT m'a permis de fusionner 2 modèles d'accompagnement pour pouvoir utiliser 2 modèles en un seul. Magnifique. Le potentiel est grand. Si on peut entraîner le modèle sur nos informations de façon privée et bien protégée, mais les résultats... Mais il n'en reste pas moins, je pense, le plus gros problème de l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence humaine qui l'utilisera. C'est là le risque. Ou qui va l'entraîner. Il faut être sage et correct. Oui, parce que de toute façon, si l'entraînement de l'intelligence artificielle se fait, et c'est presque normal, si ce qu'on lui demande de faire est sans rentrer dans le bien et mal, c'est pas la question, mais si l'intelligence artificielle est entraînée avec, voilà, comment est-ce qu'on aurait fait pour mieux anéantir telle armée à tel moment, et lui donner ce type d'exemple. Lui, il va aller chercher des types d'exemples, mais allons après entraîner de telle manière
Je pense que l'idéal, c'est d'entraîner l'intelligence artificielle, pas de manière neutre, mais de manière raisonnée et équilibrée. J'ai une question, je ne sais pas si ça existe, je ne pense pas, mais je pense à cette référence à Isaac Asimov et aux lois de la robotique, donc là on est sur des intelligences artificielles humanoïdes, donc les robots, mais il y a ces 3 lois de la robotique qui cadrent quand même le comportement de l'humanoïde. Et est-ce qu'il y a des règles comme ça dans l'intelligence artificielle actuellement? Je ne pense pas. Non. Peut-être que ce serait une piste à creuser en disant, voilà, on ne peut pas rien faire qui pourrait nuire à un être humain, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. Et ça ça deviendrait plus de l'éthique. Hein, l'éthique et l'AI devient en plus, parce qu'on voit tous le potentiel, et c'est la même chose avec toutes les technologies puissantes, elles peuvent être abusées. Abusées, oui, détournées. Mais une fois que ce sera plus enregistré, je donnerai un exemple d'hier soir que j'ai vu hier soir à la télévision. Ok. On arrête l'enregistrement.